Bonjour. Ça va? Ceux qui ont été massés ont bien dormi? Les autres aussi? Bon, votre tour arrive alors. Soyez patients. Comme on va être patient avec Vadim. Nous allons commencer ce matin avec une citation qui se trouve dans Conseil pour la nutrition et les aliments, à la page 131, le paragraphe 5, CNA 131.5. Cette citation nous dit « L'habitude de trop manger ou de prendre une grande variété d'aliments au même repas cause fréquemment la dyspepsie. Un tort grave est ainsi fait aux organes délicats de la digestion. L'estomac proteste en vain et demande au cerveau de raisonner de cause à effet. La quantité excessive d'aliments absorbés ou les mauvaises combinaisons accomplissent leur œuvre néfaste. C'est en vain que les symptômes désagréables donnent le signal d'alarme, la souffrance fait son apparition et la maladie remplace la santé. » La deuxième citation se trouve dans Review and Herald du 26 mai 1910 au paragraphe 1. Et ce paragraphe nous dit « Les parents devraient vivre plus pour leurs enfants et moins pour la société. Étudiez des sujets de santé et mettez vos connaissances en pratique. Apprenez à vos enfants à raisonner de cause à effet. Apprenez-leur que s'ils désirent la santé et le bonheur, ils doivent obéir aux lois de la nature. Bien que vous ne puissiez pas voir une amélioration aussi rapide que vous le désirez, ne vous découragez pas, mais poursuivez votre travail avec patience et persévérance. » Dans ces deux citations que nous venons de voir, il y a un terme qui revient. C'est lequel? Tu peux parler. Les références. La première citation, c'est CNA 131.5. CNA 131.5. Et la deuxième, c'est RH 26 mai 1910, paragraphe 1. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, raisonner de cause à effet? N'oubliez pas que la classe notre classe d'anatomie physio, ce n'est pas une classe, voilà, on échange. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Manuel, raisonner de cause à effet? Raisonner de cause à effet, qu'est-ce que ça signifie? Qui peut aider Manuel? Action-réaction. Oui. Encore. Chercher les causes. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu le récoltes. OK. Comment? Non, pas tout en moissonnant. Voilà, ce qu'on a récolté. On récolte ce qu'on a moissonné, semé. Non, mais j'entends pas bien le frère, c'est pour ça. OK. OK. Génère ses causes. En règle générale, dans la pratique médicale, on ne cherche pas souvent les causes d'une maladie. Quand vous allez consulter, vous consultez pour une raison, automatiquement, ce qu'on cherche, c'est à résoudre le problème. Mais parfois, en résolvant ce problème, on ne résout pas vraiment le problème parce qu'on n'a pas cherché quelle est la cause de cette pathologie. Et donc, si on ne recherche pas en amont pourquoi telle maladie apparaît, eh bien, on aura beau mettre des choses en place, mais on n'obtiendra pas une guérison totale parce qu'on n'a pas traité la cause. Et c'est pour ça que dans ces citations,
elles nous montrent bien qu'ils nous font raisonner de cause à effet. Quand il y a un symptôme qui apparaît, il faut savoir pourquoi j'ai ce symptôme avant de chercher forcément à trouver une solution à ce symptôme. Et vous savez, cette façon de réfléchir de cause à effet, quand vous recherchez dans les écrits de la sœur White, vous verrez qu'elle en parle souvent. Et elle n'en parle pas uniquement en lien avec la santé. OK? Voilà. Ça, c'est ce point que je voulais faire avec vous ce matin. Pour illustrer encore une autre façon de raisonner de cause à effet, j'ai trouvé intéressant de vous donner l'exemple de 2 églises. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, on parle des 7 églises. Et quand on parle de la 4e église, qui est l'église de Thyatire, cette église, elle est associée à quoi? Quand on parle de Thyatire, on pense tout de suite? On pense? Parlez plus fort, j'entends pas. On pense à la papauté, persécution, les 1260 années, d'accord? Le Moyen-Âge, d'accord. Et si on raisonne de cause à effet, Thyatire, ce serait quoi? Parce qu'avant Thyatire, il y a Pergame. Et Pergame est associé à quoi? Compromis. Et donc, du coup, ce compromis a entraîné la persécution. Voilà. Pergame et Thyatire est une illustration de ce que je comprends du fait de raisonner de cause à effet. C'est parce qu'il y a eu Pergame qu'il y a eu Thyatire. C'est juste pour vous montrer que ce n'est pas seulement au niveau de la santé qu'on raisonne comme ça. C'est dans toute la parole de Dieu, on raisonne comme ça. Et même dans nos vies, apprenez à raisonner comme ça. Même dans nos comportements, on peut avoir certains comportements psychologiques, mais ces comportements psychologiques, c'est juste il y a une raison à ça. D'accord? Il faut qu'on apprenne à être dans un raisonnement. Il ne faut pas juste prendre les éléments et dire, voilà, je vis telle situation où j'ai une façon de penser, je suis comme ça, oui, je suis comme ça. Non. Il faut qu'on réfléchisse et dire, oui, voilà, je suis comme ça, mais il y a une raison à ça. Raisonner de cause à effet. OK. Merci. À quoi correspond cette image? Là, c'est quoi? La thyroïde, vous êtes d'accord? La thyroïde? La thyroïde, elle est placée où? Dans la gorge. Merci, Vadim. Merci, c'est bon. Oui, ils ont bien. Merci. Et la thyroïde est placée précisément où? En haut? En haut de quoi? C'est ça, en fait. C'est ce qui est en rouge, là. Hein? C'est ça. Et elle est en avant de la trachée. OK? Alors, ne cherchez pas à la toucher parce que vous n'allez pas la sentir. Si vous la sentez, c'est qu'il y a un problème. Nous allons parler d'une maladie dont vous avez certainement déjà entendu parler qui s'appelle l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, ça signifie que cette fameuse glande, la thyroïde, va sécréter trop d'hormones. Et comme elle va sécréter trop d'hormones, cela va avoir une répercussion sur tous les organes du corps qui sont sensibles à l'action de cette hormone. D'accord? L'hyperthyroïdie est une maladie qui est 5 à 10 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. C'est ce qui a été observé. Et c'est une maladie quand même qui touche pas mal de monde parce qu'elle touche 5 à 20 personnes sur 1000 en fonction des pays où on se trouve. Alors, connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler des symptômes de l'hyperthyroïdie? Pouvez-vous m'en citer quelques-uns?
La fatigue. Oui, c'est en lien avec la thyroïde, mais mais les symptômes, quels sont les symptômes? Un symptôme, c'est quelque chose, c'est une expression du corps pour dire que ça ne va pas. Essoufflement, tremblement, symptômes. Oui, le goitre, c'est une conséquence, mais pas un symptôme, c'est ton corps te parle. Ton corps te parle, il te dit quelque chose. Voilà, ok. D'accord. Alors, le plus fréquemment, les symptômes de l'hyperthyroïdie sont, alors il peut avoir une perte de poids rapide en quelques semaines. Non seulement cette perte de poids, elle sera rapide, mais elle sera importante, bien que l'appétit soit conservé. Il va avoir une accélération du transit intestinal avec plusieurs selles par jour et parfois avec des nausées. Il y aura un problème de thermophobie. La thermophobie, ça signifie que la chaleur va être mal supportée. Et cette thermophobie va se manifester avec une hypersudation et une soif excessive, un besoin de boire important. Une manifestation qui doit beaucoup nous alerter aussi, ce sont les palpitations cardiaques. Les palpitations. On va ressentir des douleurs au niveau de la poitrine, le pouls sera rapide et parfois irrégulier, la personne sera essoufflée. Donc, tous ces symptômes-là doivent nous alerter. On aura aussi des troubles du sommeil et de la fatigue, vous l'avez dit. Et comme la thyroïde intervient au niveau de l'humeur, il y aura des troubles de l'humeur avec de l'irritabilité et parfois même ça peut aller jusqu'à la dépression. Le cycle de la femme sera perturbé, donc les règles seront irrégulières et parfois même elles seront, voire même absentes. La force musculaire va diminuer. Il peut y avoir aussi des tremblements, des petits tremblements fins au niveau des mains. Et un des signes de l'hyperthyroïdie est cette exophthalmie, qui est associée à un rétrécissement de la paupière, une rétraction de la paupière, parce que les yeux auront tendance à sortir un peu de leur orbite. Voilà. Donc, en gros, ce sont les symptômes qu'on va voir dans un cas d'hyperthyroïdie. Je vous propose de comprendre comment fonctionne la thyroïde et en fonction de ça, on va voir ce qui se passe, pourquoi tous ces symptômes apparaissent en fait en cas d'hyperthyroïdie. Alors, on a vu que la thyroïde, on a vu sa localisation, elle est placée sous la pomme d'Adam et comme je vous ai dit, normalement, elle n'est pas palpable. Alors, c'est une glande qui a la forme d'un papillon, elle est constituée de 2 lobes. Et cette glande, elle va sécréter des hormones qu'on appelle des hormones thyroïdiennes. Pour certaines d'entre vous qui avez fait déjà des dosages, votre médecin vous fait faire un dosage de la T3, T4. La T3 et la T4, ce sont 2 hormones qui sont sécrétées par les tissus de la glande thyroïdienne. La T3, son petit nom, c'est la triiodothyronine et la T4, c'est la thyroxine. La T4, c'est l'hormone de réserve en fait et elle est produite en plus grande quantité que la T3. Donc, quand l'organisme a besoin de T3, le corps est en capacité de transformer la T4 en T3 pour que notre corps puisse fabriquer l'hormone thyroïdienne. Elle a besoin d'iode dans le corps
parce que c'est à partir d'iode que ces deux hormones sont fabriquées. Alors, comment dans notre corps est régulée la fabrication de ces deux hormones? Comment? À votre avis? En général, dans notre corps, comment est régulée la sécrétion des hormones? Il y a un signal qui doit être donné. D'où vient ce signal? Du cerveau, ok. Et au niveau du cerveau, nous avons une petite glande qui s'appelle l'hypophyse. Et cette petite glande hypophyse, elle sécrète une hormone qui s'appelle la TSH, c'est un nom, c'est anglais, hein, Thyroid Stimulating Hormone, c'est l'hormone qui sécrète la thyroïde. Et cette TSH elle-même, elle est sous le contrôle d'une autre hormone qui s'appelle la TRH, qui est sécrétée par l'hypothalamus, qui se trouve aussi au niveau du cerveau. D'accord? Donc, lorsque l'hypothalamus va détecter dans le sang une très faible concentration sanguine d'hormones thyroïdiennes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner un ordre, mais comment ce sont les hormones qui travaillent. Comment ça se passe? C'est bon comme ça? Ok. Donc, lorsque l'hypothalamus va détecter qu'il y a de très faibles concentrations d'hormones thyroïdiennes dans le sang, elle va libérer de la TRH, l'hypothalamus va libérer la TRH, et la TRH, elle va stimuler la sécrétion de TSH au niveau de l'hypophyse, et cette TSH, cette concentration importante de TSH dans le sang, va stimuler la sécrétion, déjà la fabrication d'hormones au niveau de la thyroïde. Et donc, du coup, il y aura augmentation de production de T3 et de T4. On comprend? OK? On va faire un dessin. Ici, on a de la T3 et la T4 au niveau de la thyroïde. OK? Lorsque le taux de T3, T4 est bas, le cerveau, il dit, on augmente la sécrétion de TRH. La TRH, elle augmente. Et donc, du coup, la TRH, au niveau de l'hypothalamus, la TSH, elle aussi, elle va augmenter au niveau de l'hypophyse. Et donc, du coup, cela va entraîner une augmentation de la production de T3, T4. Et à l'inverse aussi, lorsque le taux de T3, T4 est abaissé, il y aura un rétrocontrôle dans l'autre sens. Il y aura diminution de la sécrétion de TRH. Ce signal va entraîner une diminution de la sécrétion de l'hypothalamus, de l'hypophyse, pardon, qui va entraîner une diminution de la production de T3, T4. Quel est le rôle des hormones thyroïdiennes? La thyroïde joue un rôle très important dans le corps parce qu'elle intervient à différents niveaux, vraiment à différents niveaux.
Elle va réguler le métabolisme des cellules de notre corps, le métabolisme, c'est-à-dire le fonctionnement des cellules de notre corps. Elle va contrôler l'énergie musculaire et la température du corps. C'est pour ça que souvent les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie deviennent souvent frileuses parce qu'il y a une diminution de la sécrétion d'hormones thyroïdiennes, ce qui fait que l'hormone ne fonctionne pas, ne joue plus son rôle au niveau de la thermorégulation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle joue au niveau de l'humeur. Les hormones thyroïdiennes agissent au niveau du rythme cardiaque parce qu'elles vont stimuler ou freiner le rythme cardiaque. Elles agissent au niveau de la motricité du tube digestif. Elles interviennent aussi au niveau dans l'utilisation et la transformation des nutriments que nous absorbons, les glucides, les lipides et les protéines. Chez l'enfant, la thyroïde va participer à la croissance et au développement du corps. C'est elle qui va stimuler la croissance chez l'enfant. Quelles peuvent être les causes d'hyperthyroïdie? Oui, mais ce n'est pas le plus fréquent. Oui. Ça dit quoi? Congénital. La base d'eau. Oui. Le plus souvent, à peu près dans 75-80% des cas, l'hyperthyroïdie est liée à une maladie qui est une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie de base d'eau. Une maladie auto-immune signifie que notre corps... qui peut me définir qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? Voilà, le corps produit des anticorps et ces anticorps vont se retourner contre nos propres cellules. Et dans le cas de la maladie de base d'eau, en fait, les anticorps vont se diriger contre les cellules sécrétrices d'hormones au niveau de la thyroïde et au lieu de détruire ces cellules, eh bien, les anticorps vont stimuler les cellules au point qu'elles vont produire plus de T3, T4, bizarrement. D'accord? C'est pour ça que dans le cas d'hyperthyroïdie, non seulement on fait un dosage des hormones, on va doser la T3, on va doser la T4, on va doser aussi la TSH le plus souvent, mais on va aussi doser les anticorps observés. Pour ceux qui ont eu cette maladie ou qui ont cette maladie, on vous fait souvent ce dosage et c'est pour voir en fonction du traitement qui vous aura été proposé. Et même si vous prenez un traitement naturel, dans ce cas-là, on vous fait des dosages il faut faire un dosage des anticorps pour voir quelle est l'évolution. Plus les anticorps sont élevés, plus les cellules de la thyroïde qui produisent ces hormones seront attaquées et donc plus la maladie est encore présente en fait. Donc on peut stabiliser. Naturellement? Oui. Oui. Avec les traitements naturels, on peut. Est-ce qu'une carence en iode peut entraîner un dérèglement au niveau de la thyroïde? Alors, comment sont fabriquées les hormones thyroïdiennes? À partir de quel est l'élément? On a vu qu'il fallait de l'iode. Donc, effectivement, une carence en iode peut entraîner un dysfonctionnement au niveau de la fabrication des hormones thyroïdiennes, ce qui peut avoir une répercussion au niveau des autres organes. Et pour répondre à ta question, oui, une carence en iode peut entraîner cela. Des personnes qui seraient éloignées, par exemple, de la mer ou de l'océan, auraient peut-être plus tendance à être carencées que les personnes qui sont plus proches? Personnellement, de ce que j'ai lu, je n'ai pas vu ce cas.
parce que, si tu veux, la concentration en iode, ce n'est pas un élément dont on a besoin excessivement dans notre corps pour pouvoir fabriquer. Et dans notre alimentation, c'est pour ça qu'il nous faut manger équilibré, notre alimentation apporte aussi de l'iode, normalement. Pour traiter les personnes qui souffrent, par exemple, d'hypothyroïdie, il arrive qu'on leur préconise de consommer des algues parce que pour stimuler la production d'hormones, parce qu'on va retrouver de l'iode au niveau des algues. Les autres causes d'hyperthyroïdie, donc la première, là, on a vu que c'était la maladie de Basedow, qui était une maladie auto-immune, mais on peut trouver aussi la présence de nodules au niveau de la thyroïde. Et les nodules, ce sont des espèces de grosseurs anormales qui vont stimuler la sécrétion d'hormones thyroïdiennes. L'autre origine peut être aussi une thyroïdite. Ça signifie que la thyroïde est enflammée et cette inflammation aurait été provoquée par une infection virale ou bactérienne, par la maladie de Basedow, par aussi l'accouchement. On s'est rendu compte que dans certains cas, l'accouchement aurait entraîné un dérèglement hormonal qui a affecté aussi la thyroïde et donc provoqué une inflammation. Et cette inflammation va déclencher cette hyperthyroïdie. OK ? L'hyperthyroïdie, je voulais vous sensibiliser à cela. Pour certains d'entre vous qui prenaient des médicaments, il y a des médicaments qui peuvent entraîner une hyperthyroïdie. L'un de ces médicaments, je ne sais pas si vous connaissez la cordarone, c'est un médicament dans lequel on trouve un peu d'iode, et ce médicament-là peut entraîner cet effet indésirable-là, il faut faire attention. Il y a des médicaments aussi qui vont agir au niveau de l'immunité. Ces médicaments-là peuvent aussi entraîner cette hyperthyroïdie. Donc, voilà. Quand cette pathologie subvient, si vous devez prendre en charge la personne, faites la liste de ce que la personne prend déjà comme traitement, parce que ça peut être tout simplement dû à son traitement. Pensez-y. Oui. Alors, est-ce que trop d'iode ferait l'hyperthyroïdie? Je dirais que non, parce que, si tu veux, dans notre corps, n'oublie pas qu'il y a un rétrocontrôle au niveau du cerveau qui va stimuler ou freiner la fabrication des hormones. Et l'excès de thyroïde, l'excès d'iode, tout l'iode ne va pas rentrer dans la fabrication d'hormones. Le corps est en capacité de savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour son bon fonctionnement. C'est le principe de l'homéostasie. Si on veut provoquer, pourquoi tu voudrais provoquer? Ce serait le contraire pour ceux qui ont une hypothyroïdie. Non, tu ne provoques pas une hyperthyroïdie. Tu vas rétablir un équilibre. C'est une question intéressante parce que ça arrive effectivement qu'il y a des gens qui soient hypothyroïdiens, qui sont en hypothyroïdie, et avec leur traitement, comme on a du mal à trouver l'équilibre, ils passent en hyperthyroïdie. Mais l'hyperthyroïdie va se révéler au travers des symptômes dont on a parlé là, la sueur excessive, la perte de poids, l'augmentation, etc., de l'appétit, etc. Et donc, du coup, on va rééquilibrer en adaptant le traitement.
Mais on ne cherche pas à créer une hyperthyroïdie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on sait qu'une hyperthyroïdie, c'est pathologique. Donc, on ne va pas chercher à créer une hyperthyroïdie. Si une hyperthyroïdie apparaît lors de la mise en place de traitement pour l'hypothyroïdie, on va rééquilibrer le traitement en diminuant le dosage ou, si c'est un traitement naturel, en rééquilibrant le traitement naturel. Mais on ne va pas chercher à créer une hyperthyroïdie parce que c'est néfaste. Ben non, oh non. Ah non, alors, on va revenir. Attends. Rôle. Voilà. N'oublie pas qu'une hyperthyroïdie peut entraîner des palpitations cardiaques très importantes. Un essoufflement et parfois un pouls rapide et irrégulier. Il ne faut pas oublier quels sont les effets, les symptômes, les effets indésirables d'une hyperthyroïdie. Donc, tu ne peux pas chercher à créer une hyperthyroïdie. Tu dois chercher à créer une euthyroïdie, c'est-à-dire un équilibre au niveau de la sécrétion des hormones de la thyroïde. Parce que tu vas avoir tous les effets indésirables. Et je vais aller plus loin. Donc, du coup, qu'on voit bien. Lorsque l'hyperthyroïdie n'est pas prise en charge, elle provoque une crise aiguë qu'on appelle une crise aiguë thyrotoxique. Et bien évidemment, comme je te dis, c'est rare parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. Pourquoi? Parce qu'il y a de très fortes palpitations, il y a une agitation, une déshydratation et un état de faiblesse et de confusion. Cela fait partie d'une urgence médicale. Là, il n'y a pas de médical, il n'y a pas de missionnaires médicaux là, qui font des plantes et tout. Hein. Là, il faut emmener la personne aux urgences. Tu vois? Parce que tu crées un stress au niveau de ton cœur. Et c'est très dangereux. Tu vois, voilà. Si l'hyperthyroïdie n'est pas prise en charge, il y a des troubles cardiaques, donc comme les troubles du rythme cardiaque, avec l'apparition d'une insuffisance cardiaque. Donc, c'est très dangereux de chercher à créer une hyperthyroïdie. Il faut chercher à stabiliser la thyroïde. Et lorsque tu vas stabiliser la thyroïde, tu vas avoir... les hormones vont avoir un effet naturel sur tous les organes du corps, et donc l'immunité va fonctionner normalement, le cœur va fonctionner normalement, voilà, il n'y aura plus de thermophobie, etc. On est d'accord ou enfin, on n'est pas d'accord, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu comprends? Ok. D'accord? Vous avez des questions? Non? Ok. Alors, on va passer dans je vais passer à une autre phase, Maurice. Je vais demander 2 ou 3 volontaires. Vous voyez, là, j'ai dit des volontaires, je n'ai pas appelé, hein, comme tout à l'heure. 2 ou 3 volontaires. Samuel, tu veux venir? Oui? Normalement, moi, j'adore pas les traitements. Alors, dans la prise en charge d'une hyperthyroïdie que je connais, c'est toujours le même principe comme pour toute pathologie.
c'est-à-dire qu'on met en place les 8 lois de la santé. Dans la médecine traditionnelle, on te donne un traitement qui va agir sur les anticorps. On va chercher à diminuer la production d'anticorps. Mais dans le traitement naturel, on comprend que si on observe les 8 lois de la santé, alors il y aura une diminution de la production des hormones thyroïdiennes. Et donc, ce que Dieu m'a permis de mettre en place, c'est qu'en rétablissant les 8 lois, on va, en plus de ces 8 lois, on va aider l'organisme à se détoxifier. Et en se détoxifiant, on observe une diminution de la production d'anticorps. Il y a un changement au niveau de l'alimentation. Il y a des aliments qu'on ne va plus consommer ou on va consommer en plus grande quantité. Mais le traitement de base de l'hyperthyroïdie va être le cru. Cru, chlorophylle, beaucoup de jus vert, aliments à base de crucifères, tout ce qui est choux, etc., bien que parfois il y a certaines écoles qui disent le contraire. Et aussi, il va falloir augmenter l'exercice physique, augmenter l'élimination des toxines au maximum, donc faire aussi de l'hydrothérapie sous forme de lavement ou sous forme de comment on appelle ça? Oui. Le lavement, là. Enfin, faire l'hydrothérapie, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en place aussi? Donc, j'ai dit exercice physique au soleil, détox au maximum, changer vraiment son régime alimentaire. En gros, c'est ça. Et prendre des aliments qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Et on observe qu'au bout d'un certain nombre de mois, il y a une diminution des anticorps, voire une stabilité des anticorps. Le chiffre ne progresse plus. Et on obtient un équilibre au niveau des T3, T4, avec une diminution des symptômes. D'accord. Maintenant, je ne cherche pas à fabriquer l'hyperthyroïdie. Non, j'espère. Quelles sont les causes de l'hyperthyroïdie? Ça vous aide pour tout à l'heure. Ah oui. Les causes, on a dit que la cause peut être une maladie auto-immune. C'est quelque chose il y a une production anormale d'anticorps et ces anticorps vont être dirigés contre la thyroïde. Les causes de tout cela, moi je pense à l'épigénétique, c'est-à-dire à l'environnement dans lequel on est, mais ça c'est pour toute pathologie, comme l'apparition d'un cancer. Pourquoi est-ce qu'il y a un cancer? On l'a vu, je crois, oui, on en a parlé hier, c'est notre environnement, et le frère l'a dit, y est pour beaucoup. Nous vivons dans un environnement rempli de pesticides, nous vivons dans un environnement où l'air est pollué, nous vivons dans un environnement qui est pollué au niveau, au niveau stress. On n'a pas une vie cool, quoi. Voilà, en gros. On s'est aperçu aussi, on s'est rendu compte que lorsqu'une personne subissait un choc émotionnel important, il arrivait qu'elle développait une hyperthyroïdie. Enfin, en tout cas, une maladie en lien avec la thyroïde. Il y a une dame, pardon, qui me dit qu'en habitant, elle a 3 sources d'eau autour de sa maison, que ça a favorisé l'hyperthyroïdie. Source d'eau? Source d'eau, oui, elle a des eaux qui passent sous sa maison et tout autour. Ah, il faudrait que je cherche, ça je ne sais pas. Ouais. Mais ce sont des sources naturelles? Oui, mais c'est de l'eau qui passe en permanence. C'est ce qu'elle m'a dit. Moi, je sais rien. Mais elle a un grand terrain, elle a 3 hectares, et sur sa maison, elle a fait venir un sourcier. Bon, et elle m'a dit que c'était en lien, puisqu'elle était victime
Attends, tu as dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit un mot là et puis c'est parti. C'est bon? Tu voulais dire quelque chose à dire? C'est bon? Ok. Oui, vas-y. Tu voulais dire quelque chose? Ok. C'est bon? Oui, de toute façon, vous allez voir, parce que moi, en principe, je n'aborde pas la prise en charge. La prise en charge, vous la voyez avec Alison. Moi, ce dont je vous ai parlé de mon expérience, comment Dieu, en travaillant avec Chimène, on a pu prendre en charge des personnes, voilà, en mettant en place les 8 lois de la santé. C'est l'expérience que Dieu nous a donnée. Mais, pour revenir à toi, dès que les personnes s'écartent des 8 lois, moi, il suffit de voir la personne, je sais que ça ne va pas. Tu vois? Parce que tu ne dois pas... Et c'est ça qui est difficile dans la médecine naturelle. C'est vraiment un changement de style de vie. Et quand tu mets en place les 8 lois, il faut les mettre en place à vie. Comme les gens qui souffrent d'hypothyroïdie doivent prendre leur lévothyrox à vie, eh bien, quand tu souffres d'hyperthyroïdie, quand tu mets un traitement naturel en place, tu dois le mettre en place à vie. Ça, c'est pour toute pathologie. Et quand tu fais un écart, tu dois apprendre à rétablir vite parce que il ne faut pas oublier que si tu ne traites pas correctement ton hyperthyroïdie, c'est ton cœur qui va en pâtir. Et ça peut devenir, comme vous l'avez vu, une urgence. Donc j'insiste sur ça parce que parfois, je comprends, moi, et je vois autour de moi, que lorsqu'on met en pratique les traitements naturels, on n'est pas conséquent avec l'application de ces méthodes naturelles et on va dire après que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est que je ne l'ai pas bien fait. Alors moi, ce que je conseille souvent, je dis, si vous voyez que vous n'êtes pas en capacité de mettre en place les 8 lois de façon stricte dans votre vie, prenez votre médicament. Ah ben oui, prends ton médicament. Ça ne t'empêche pas de prendre ton médicament et de mettre quelque chose en place quand même, mais il faut que tu sois strict, surtout pour certaines pathologies, parce qu'en fait, tu vas mourir pour rien, en fait. Et tu vas porter un mauvais témoignage, parce que tu vas dire que je me suis soignée naturellement et que ça n'a pas marché. Ben non, le problème, c'est pas que ça n'ait pas marché, c'est que toi, tu ne l'as pas fait strictement. À la base, l'hyperthyroïdie, c'est une maladie auto-immune. Alors, tu as la maladie auto-immune. Tu as aussi les fameuses nodules qui peuvent apparaître au niveau de la thyroïde. Hein? On va dire que ce sont des petites tumeurs bénignes qui apparaissent au niveau de la thyroïde. On les enlève. On peut les enlever, tout à fait. Et ça peut être aussi une inflammation qui a été provoquée après un accouchement. Parce que tu sais, lorsqu'il y a l'accouchement, il y a une production excessive d'hormones. Et cette sécrétion d'hormones peut perturber la sécrétion d'autres hormones dans le corps, ce qui peut entraîner une inflammation au niveau de la thyroïde. Et donc, du coup, ça c'est boule de neige. Ça entraîne l'hyperthyroïdie. C'est l'inflammation. Ça peut être l'accouchement, ça peut être une infection aussi. Ça peut être une infection. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, voilà, l'inflammation ou l'inflexion. Parce que finalement, une maladie qui est auto-immune, c'est pas bénin, c'est dangereux. Donc il faut traiter aussi alors la maladie auto-immune, si c'est une maladie auto-immune. Oui, voilà, mais c'est justement l'un des symptômes de cette maladie auto-immune qu'on appelle la maladie de Basedow, c'est l'hyperthyroïdie. Et donc, pour traiter la maladie de Basedow, tu traites l'hyperthyroïdie. Et traiter la maladie auto-immune, c'est attaquer la cause qui fait que le corps produit des anticorps. Mais en général, on ne traite pas cette cause. Nous, en médecine naturelle, on traite cette cause parce qu'on met en place les 8 lois de la santé. Et les 8 lois de la santé rétablissent la personne en lui demandant
de se mettre dans un environnement que Dieu a créé au départ. Ça veut dire qu'elle va, comme je t'ai dit, elle va changer son alimentation, elle va consommer plus de crudité, elle va se détoxifier parce que le corps certainement a été encrassé, elle va faire de l'exercice physique, respecter un nombre d'heures, de minutes d'ensoleillement par jour. Et surtout, il faut que la personne, une des 8 lois de la santé essentielles, la première, c'est la confiance en Dieu. Peut-être que la personne, elle a subi un choc psychologique important. Et donc, ça oblige la personne à faire un travail avec elle en remettant sa vie entre les mains de Dieu. À faire un travail en elle-même. C'est vrai que ce n'est pas n'importe quoi, une maladie auto-immune. Mais là, elle se manifeste au niveau de la thyroïde. Mais le lupus est une maladie auto-immune aussi, qui peut toucher les reins, la peau. La sarcoïdose est une autre maladie auto-immune. Les maladies auto-immunes peuvent prendre plusieurs expressions. Le diabète, comme maladie auto-immune. Ah, yes. Ah, oui, OK. Excuse-moi. C'est une chaîne qui commence depuis le premier jusqu'à la 5e. La 5e. Pourquoi la 5e? C'est-à-dire que... On écoute le frère? Parce que, si vous voulez dire quelque chose, on est intéressé par ce que vous dites. Parce que c'est la 5e va mettre un point d'exclamation. Mm-hmm. Mais pourquoi tu dis la 5e? C'est ça? Hein? Non, j'entends pas. Ah, la 5e loi? Ah, oui. Mais c'est laquelle? Celui qui est entre le 4 et le 4 et le 6. Éric ne rigole pas. Mais c'est laquelle? Dis-moi parce que je ne vois pas, parce qu'on ne met pas forcément dans le même ordre. Ah, d'accord. OK. Mais tu sais quoi? Mais dis-moi, nomme cette... Parce que vous avez un nerf, dans ta voix, vous avez un nerf qui passe. Mm-hmm. Cet nerf va boucher des trous. Mm-hmm. Le trou de la thyroïde. Mm-hmm. Une à droite, une à gauche. Vous avez le milieu. Mm-hmm. Mais il y a des moments où vous ne pouvez pas respirer. Mm-hmm. La respiration. J'entends ce que tu dis. C'est la respiration, en fait. Oui. En l'air. D'accord. OK. Oui, donc tu veux nous dire qu'en fait, l'air qu'on respire étant pollué, cela peut provoquer des affections aussi. OK. Oui, Frida. Quand on a des nodules sur les cordes vocales, est-ce que ça a un lien? Non. C'est pas la même chose. Non. Parce que la thyroïde, elle se trouve en avant de la trachée. Et les nodules vont se poser sur la thyroïde. J'ai pas d'image. Sur la thyroïde. Devant. OK? C'est bon? OK. Je vous donne le micro. Voilà. Hier, nous avons abordé une maladie qui est le diabète. Okay. On va faire donc un atelier et on va considérer que on va considérer que Ismaël, le jeune, Ismaël est diabétique. Ismaël est diabétique. Et Samuel, tu vas le prendre en charge. Alors, Ismaël, tu as quel âge? 15 ans. Alors, quand tu vois Ismaël, c'est un jeune de 15 ans qui a un diabète. Il a perdu du poids
il a perdu 5 kilos en peu de temps et il se réveille fréquemment pour aller uriner le soir. Et tu bois combien de litres par jour? À peu près 2, 3, 4 litres. Il boit 4 litres par jour. On est en situation, hein? Et donc, du coup, toi, tu penses tout de suite quoi? Il est malade. Oh, ouais, oui. Il est malade, il boit trop. Non, normal. Mais alors, vous pensez quoi? Il a 15 ans, c'est un jeune. Faut pas les dire. Alors, Samuel, c'est un jeune, il a perdu du poids, il boit beaucoup, 4 litres par jour. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il peut avoir? On a vu ça hier. Oui, on a vu ça hier, je sais. Il a. Je sais pas, logiquement, il a le diabète. Il a le diabète. Mais quel type de diabète il a? Justement, je dirais le type 1. Le? Le type 1. Alors, il a dit le type 1, vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Ben déjà, prier pour lui, puisque connaissant... Tu peux rien faire pour lui? Oui, je Ah. peux, bien sûr. Non, j'ai entendu. Mais il faut toujours mettre... Hein? il faut toujours venir à Dieu. Oui? Et sinon, ben, on va appliquer les exercices qu'on a vus hier. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Alors, c'était... ne souriez pas trop vite parce que vous allez l'aider. Hein. Alors, ça... Dolly, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est ça. Eric, qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, Eric? Eric, t'es, hein? Alors, tu lui dirais d'éviter tout ce qui est sucré, qui éviterait les pics. Trop sucré pour éviter les pics. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce jeune Mais Ismaël? l'alimentation... Alors, Manuela lui dit d'aller voir un médecin. Pourquoi? Première étape, mes amis. Parce que vous, laissez-moi vous dire quelque chose. Je le dis à chaque fois, mais cette année, j'ai oublié de le dire dès le départ. Nous ne sommes pas des médecins. Faites attention aux gens, parce que les gens, quand tout va bien, ils sont bien gentils d'entendre vos conseils, mais quand ça ne va plus, ils disent, ils te font un procès. Voilà. Donc, faites attention aux gens. Ensuite, c'est pour ça que moi je dis aux gens, attention, prenez votre médicament hein, si vous savez que vous ne pouvez pas, parce qu'après, je ne veux pas qu'on me dise quoi que ce soit. Bon. Ensuite, pourquoi tu vas voir le médecin? Effectivement, il faut faire un bilan. Parce que toi, comme tu as appris des choses, donc tu penses que c'est ça, mais il te faut le bilan. Tu vois? Et donc, tu sais à peu près où tu es. Et quand tu as vu le bilan, tu fais le point avec la personne. Qu'est-ce que vous demandez à la personne quand vous prenez la personne en charge? Quelles sont ses habitudes? Quelles sont ses habitudes? Avant ça. Est-ce que tu peux même être présent? Deuxième point. Parce que les gens viennent vous voir, ils veulent toujours avoir la solution tout de suite. La première question, avant même de faire le bilan, tu viens me voir, pourquoi? Est-ce que tu es prêt à mettre en charge les 8 lois de la santé? Tu attends quoi de moi? Mes amis, couvrez-vous. Parce que ce n'est pas vous qui soignez quelqu'un, c'est Dieu qui soigne la personne. Donc, si c'est Dieu qui soigne la personne, vous êtes qu'un canal, un intermédiaire entre la personne et vous. Ça veut dire que la personne est Dieu.
Ça veut dire que la personne doit engager sa propre responsabilité. D'accord? Bien. Quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une décharge. On fait signer une décharge. Vous l'avez dans le fascicule normalement. On fait signer une décharge. Comme ça. Non, l'anamnèse, c'est après. Là, c'est tout ce que tu mets en place avant. La première chose, tu demandes à la personne, est-ce qu'elle est prête à suivre le traitement? Est-ce qu'elle s'engage, ok, à respecter les 8 lois? Parce que ta. Ensuite, elle te dit oui, ok, moi je ne suis pas médecin, donc je te fais signer la décharge. Ok. Après, on passe dans l'anamnèse. Tu as le questionnaire à la fin. Donc, on pose des questions. Voilà. Qu'est-ce que tu prends comme traitement aussi? Allez, on remplit. Parce qu'en fait, vous savez, lorsque vous prenez quelqu'un en charge, la personne, souvent, elle a déjà la solution, en fait. Elle a déjà la solution, souvent. Et puis, il faut écouter. Il faut poser beaucoup de questions. Parce qu'au-delà de la raison pour laquelle la personne vient vous voir, il y a autre chose aussi. Il ne faut pas prendre en compte la personne avec, comme la médecine traditionnelle, on vient consulter pour une chose. Non, c'est toute la personne qui est malade. Il faut la prendre en charge entièrement. Parce que n'oubliez pas que la réforme sanitaire, c'est le bras droit du message du 3e ange. Ça signifie que notre objectif, ce n'est pas la santé physique de la personne, c'est sa santé totale. Donc, il y a le spirituel aussi dedans. Super. Par contre, toi, mon frère, Ismaël, Samuel, c'est un jeune. Samuel, c'est un jeune. Samuel, il a 12 ans. Samuel a 12 ans. Hein? Il vient te voir, on a fait le questionnaire, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais maintenant, le problème de Samuel, c'est que Samuel a 12 ans, mais depuis quelque temps, on a remarqué qu'il a beaucoup grossi. Il mesure combien? Je mesure combien? 1m60, il mesure 1m60, mais il pèse 80 kilos. OK? Bon, admettons. Mais c'est toi qui vas t'occuper de lui. Hein? Il pèse 80 kilos. Il a souvent soif. Quand il a terminé son repas, il dort. Il grignote beaucoup. Sa maman l'a emmené te voir parce qu'il s'est évanoui il n'y a pas longtemps. Voilà. Qu'est-ce que tu lui conseilles par rapport à ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses déjà qu'il a... C'est quoi son problème? Premièrement, il mange un peu trop. Il mange un peu trop? Oh, mais par rapport à hier, qu'est-ce qu'il a comme, selon toi? C'est la diabète qu'elle a, elle doit... Il a le diabète. Il a quel diabète? Quel numéro? Quel diabète il a? Le type 1 ou le type 2? 3. La 3 est dangereux. Je l'ai mis à 3. C'est pour qu'elle prenne beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions. Oui. Alors, on va couper vite fait. Alors, selon vous, vite fait, donnez-moi la solution. Je vous remercie. 2. Allez vous asseoir. Merci. Il souffre de diabète du type 2. Pourquoi? Mais pourtant, il a 12 ans. Voilà, le diabète de type 2 est un diabète qui apparaît fréquemment maintenant sur le sujet jeune parce que nous souffrons de la malbouffe. D'accord? Je vous remercie grandement de votre participation et nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te remercions grandement pour ce moment que nous avons passé autour de ta parole.
tu nous montres que nous avons vraiment besoin de toi, que ce monde dans lequel nous vivons est un monde pollué et qui nous détruit, Seigneur. C'est pour ça que tu nous demandes de changer notre style de vie. Nous réclamons l'assistance de ton esprit vraiment pour nous aider à prendre des résolutions dans nos vies, que nous devenions des témoins pour nos familles et pour tous ceux qui nous entourent, parce que notre monde est rempli de souffrances, de personnes qui cherchent des solutions dans la médecine traditionnelle et qui n'en trouvent pas. Et tu attends de nous, Seigneur, que nous soyons ces personnes, ces messagers qui puissent apporter la vie. Merci, Père, de nous qualifier. Nous n'aurons pas de diplôme certifié par l'État, mais nous aurons ton diplôme qui est le plus grand de tous les diplômes, Seigneur. Seigneur, veuille bénir ce repas que nous allons prendre, que nous soyons sages dans notre façon de nous alimenter. Merci pour toutes tes grâces. En Jésus, je t'ai prié. Amen.